ne vaut pas un grain de poudre. Je dois remonter un peu dans le temps pour que vous puissiez vraiment comprendre toute l'histoire. Autrefois, enfin, il y a très longtemps, quand les gens respectaient encore des notions telles que l'honneur et la morale, il y avait déjà de la racaille, des meurtres et des homicides, comme aujourd'hui. Cependant, il arrivait très bien qu'une cour suprême condamne le délinquant à mort. Les accusés étaient alors exécutés, la plupart du temps par pendaison. Une mort par fusillade était toutefois considérée comme plus honorable, car elle était plus rapide et moins douloureuse pour le condamné que la pendaison, la noyade, la roue, l'écartèlement ou même le bûcher. Un prisonnier condamné à mort pouvait bien sûr demander la grâce ou simplement demander à être fusillé plutôt que pendu, ce qui revenait au même pour les autres, car le prisonnier était ensuite raide mort. Il pouvait toutefois arriver qu'un scélérat particulièrement odieux se voit opposer un refus par l'un des gardes à sa demande de grâce adressée au roi, et le plus souvent, le geôlier bourru lui disait alors « Tu ne vaux pas un grain de poudre pour le roi ». À l'époque, les pistolets et les fusils étaient encore chargés séparément. D'abord la poudre, puis la balle. Les balles étaient moulées dans du simple plomb, mais faisaient parfaitement leur travail. Ce qui coûtait cher, en revanche, c'était la poudre à canon. Au départ, elle était importée de Chine. Puis, une fois la formule découverte, l'armée put la fabriquer elle-même. Elle se composait de 75% de salpêtre, 10% de soufre jaune et 15% de charbon de bois. Au début, le mélange et le pilonnage des ingrédients provoquaient souvent des accidents. La moindre étincelle suffisait pour faire sauter l'entrepôt. La poudre à canon n'était donc pas bon marché. Une fois tirée, elle était perdue. En revanche, avec une corde, on pouvait pendre des dizaines de condamnés à mort sans que la corde ne s'abîme. Voilà, je vous ai expliqué ce terme, mais quel est le rapport avec notre histoire? Pour cela, nous devons nous rendre dans un lieu très lointain et, en même temps, remonter un peu dans le temps pour que vous puissiez comprendre. La vie n'a pas toujours été telle qu'elle est aujourd'hui. Vous devez le savoir. La plupart des enfants, à l'âge de 14 ans, avaient, avec un peu de chance, appris l'essentiel à l'école et commençaient un apprentissage auprès de leur père ou d'un autre maître afin d'apprendre un métier. Il s'agissait le plus souvent de métiers artisanaux, tels que meunier, scelleur, menuisier, fondeur de plomb, forgeron, boucher, boulanger, charpentier, potier et bien d'autres encore. Certains restaient tôt dans l'agriculture et aidaient la famille dans les champs et les prairies, à l'élevage ou à la culture maraîchère. Le petit Alain vint à Augsbourg pour faire son apprentissage chez un maître maçon. C'était un travail pénible pour ses jeunes épaules. Transporter du sable, monter des pierres jusqu'aux compagnons maçons sur des échelles et des échafaudages de fortune. Préparer le mortier, évacuer les gravats dans des seaux. C'était un travail poussiéreux et les compagnons réclamaient sans cesse de l'eau fraîche ou une bière bien fraîche. Malheur à Alain s'il renversait quelque chose ou s'il cassait une charge de pierre, car ses épaules malmenées n'étaient tout simplement pas encore assez solides pour supporter la charge. « Tu ne vaux pas un grain de poudre », lui disaient les brutaux compagnons maçons. Peu importe les efforts qu'Alain déployait, les premiers mois, voire toute la première année, ne furent peintes pour lui qu'une succession de corvées, et il n'en retira aucun remerciement. Le maigre salaire était versé à son père, et Alain ne recevait du maître que le gîte et le couvert, car il était loin de chez lui. Alain était bien découragé, les temps n'étaient pas faciles, mais son corps s'est endurci au fil de ce dur labeur. Ses mains sont devenues rugueuses à cause des pierres.
Ses épaules se sont musclées et son regard s'est aiguisé pour le travail. Désormais, il savait anticiper quand un compagnon avait besoin de pierres supplémentaires ou quand un autre n'avait plus de mortier. C'est ainsi qu'Alain était déjà sur place avant même qu'on ne l'appelle. Bientôt, il allait apprendre à mélanger le mortier. Le sable, le ciment, la chaux et l'eau devaient être mélangés dans les bonnes proportions, en fonction du travail à accomplir. Le mortier destiné au mur était différent de celui utilisé pour le crépi, un sol en ciment ou même une colonne. Bien sûr, Alain fit aussitôt une erreur. Le mortier était trop faible et les compagnons maçons durent d'en démolir la moitié d'un mur et le refaire. La journée était perdue. « Tu ne vaux pas un grain de poudre !» La voilà de nouveau. Cette phrase méchante dont Alain ignorait complètement la signification profonde. Les mois passèrent, Alain apprit à distinguer le sable grossier du sable de rivière, sut enfin quand utiliser du ciment Portland et quand du ciment Trace, quelle quantité de chaux il fallait ajouter au mélange et quelle devait être la consistance du mortier fini. Avec le temps, il découvrit la nature des différentes pierres, comment les tailler et les tailler sur mesure pour la maçonnerie. Il apprit comment un mur était construit, quelle était l'importance d'un pilier et bien d'autres choses encore. Il y avait parfois des jours où il était même heureux au travail et, à la fin de sa 2e année d'apprentissage, le maître lui servit un grand verre de bière à table le soir venu. « Vous l'avez bien mérité aujourd'hui. » C'était la première reconnaissance d'un travail bien fait qu'Alain ait jamais reçu. Au cours de sa 3e année d'apprentissage, il fut affecté à un compagnon et devait enfin apprendre lui-même le métier de maçon. Entre-temps, le maître avait embauché 2 autres apprentis qui reprenaient désormais les tâches d'Alain. Lui, en revanche, tenait désormais le fil à plomb, le niveau à bulles, la truelle et les pierres entre ses mains. « Eh bien, on dirait que tu vaux quand même le coup. » C'était sans doute censé être une sorte de compliment. En tout cas, Alain avait un large sourire aux lèvres et le compagnon lui donna une petite tape amicale dans le dos. Vers la fin de sa 3e année d'apprentissage, il apprit à lire les plans afin que le bâtiment sur lequel on travaillait ressemble ensuite exactement à ce que le dessinateur avait prévu. Les portes et les ouvertures des fenêtres devaient être placées très précisément. La répartition des pièces devait correspondre exactement au plan et l'épaisseur des murs devait être respectée, ne serait-ce que pour des raisons de statique. Alain avait donc beaucoup à étudier, et au bout de 3 ans et demi, il passa son examen de compagnon et reçut son certificat de fin d'apprentissage des mains du maître lors d'une petite fête. Dès le lendemain, Alain récupéra ses maigres affaires dans la chambre chez le maître, qui lui remit ses premiers outils personnels ainsi qu'une prime de compagnon. Maintenant, partez, dites au revoir à votre famille, transmettez-leur mes remerciements de m'avoir envoyé un apprenti aussi consciencieux, et partez en voyage d'apprentissage pendant 6 ans, et un jour, afin d'apprendre auprès d'autres maîtres ce que je n'ai pas pu vous enseigner. À votre retour, vous pourrez vous présenter à la corporation pour demander à réaliser une pièce de maître. Si vous y parvenez et que la corporation est satisfaite, vous serez admis comme nouveau maître dans la région et vous pourrez vous installer avec votre propre entreprise, diriger vous-même des compagnons et former des apprentis. C'est ainsi que le veut le droit corporatif. Je vous remercie, maître, pour la chambre, la pension, mes premiers outils, votre patience à mon égard, surtout durant ma 1re année d'apprentissage. Je vous remercie pour tout ce que j'ai pu apprendre grâce à vous. Par mes actes et mes pensées, je veux vous faire honneur, ne pas vous causer de honte et me présenter un jour devant vous en tant que maître d'œuvre. » Sur ces mots, Alain s'inclina respectueusement. Le maître lui tendit la main
et Alain prit son chemin. Ce fut un adieu très solennel entre les deux hommes et la fin de l'apprentissage d'Alain. Le vieux maître le regarda s'éloigner encore un moment. « Et nous pensions qu'il ne valait pas un grain de poudre. Il va nous manquer ici. » Alain parcourut d'un pas léger le long chemin qui le ramenait chez ses parents. Il ne les avait pas vus depuis 3 ans et, cette fois encore, il ne s'attarderait que quelques jours, car le monde l'appelait vers tous ces maîtres étrangers, ces nouveaux chantiers, toutes ces nouveautés qu'il souhaitait encore apprendre. Il remplissait les 3 conditions principales pour partir en voyage d'apprentissage. Il était célibataire, bien sûr, qui est déjà marié à 17 ans. Il n'avait pas de dette et avait reçu son certificat de compagnon lors de la cérémonie de remise des diplômes. Les parents étaient heureux de revoir leur fils, qui s'était bien développé et se présentait désormais avec des épaules larges. C'étaient des gens simples et il n'avait pas été facile de trouver une place d'apprentissage pour le garçon. Ce n'est que grâce au beau-frère que cela s'était finalement arrangé. Oui, et voilà que leur fils se tenait là, ayant appris son métier et prêt à partir en voyage d'apprentissage pour 6 ans. Il ne reverrait pas le garçon avant 6 ans. Mais telle était la coutume, et le père et la mère étaient fiers d'Alain, qui allait désormais perfectionner ses compétences. « Méfie-toi des oreilles fendues !» Tel fut le dernier conseil bien intentionné de son père, car un compagnon honnête portait son anneau d'or avec fierté, mais celui qui trahissait l'honneur de son métier se le voyait arraché de force, laissant un lobe déchiré que tout le monde pouvait voir. C'est ainsi qu'Alain, désormais honnête compagnon, artisan étranger, se mit en route pour son voyage, comme on appelait aussi ses années d'apprentissage. Il y avait pour cela certaines règles à respecter, comme ne jamais rester plus de 6 mois au même endroit. Alain n'avait pas le droit de dépenser d'argent pour se loger et se nourrir. Il devait gagner son gîte et son couvert en travaillant honnêtement dans son métier. Au cours de son voyage, il n'avait pas le droit d'utiliser ni la calèche, ni le train, ni aucun moyen de transport personnel, même un vélo. Il ne lui restait donc que la marche ou le covoiturage. Lorsqu'il trouvait refuge chez un maître étranger dans une ville inconnue, il devait se comporter de manière à laisser une bonne impression, afin qu'un autre compagnon de voyage puisse à son tour y trouver un logement. Il avait laissé son argent de voyage chez ses parents, car il ne devait entreprendre son périple qu'en étant totalement dépourvu de moyens financiers et devait également revenir dans sa ville natale, sans argent, au bout de 6 ans et 1 jour. Pendant ces années de voyage, il ne devait s'approcher de sa ville natale qu'à une distance maximale de 50 km. Telles étaient les règles, et Alain entendait s'y conformer, comme d'autres avant lui l'avaient fait depuis de nombreuses décennies. C'est ainsi qu'il tourna le dos à Augsbourg, la ville impériale des bâtisseurs, et commença son périple. Bien sûr, il avait un certain plan. Il voulait toujours se diriger vers l'Italie, car il avait entendu dire que de célèbres maîtres d'œuvre y exerçaient leur art et que l'on y recherchait toujours de bons compagnons maçons. Mais à pied jusqu'en Italie, il y aurait toute une série d'étapes intermédiaires où il souhaitait faire la preuve de son savoir-faire afin d'assurer la poursuite de son voyage. On peut faire bien des projets, parfois cela fonctionne, mais souvent le hasard s'en mêle et le destin joue tout autrement. Écoutons donc ce qu'il advint d'Alain. On le rencontra sur la route, vêtu de la tenue traditionnelle des compagnons itinérants, une chemise d'un blanc immaculé, de solides chaussures de randonnée en cuir, un large chapeau mou et son baluchon en bandoulière. Il ne lui manquait plus que le bâton de marche, un solide bâton qu'Alain comptait encore chercher et tailler dans un petit bois en chemin. Après environ 1 journée de marche, soit quelques 25 km pour un compagnon de route aguerri, il découvrit sur le côté gauche de la route quelques prairies verdoyantes bordées d'une forêt.
Alain se dit qu'il pourrait peut-être y trouver un bâton de marche convenable. Après tout, un compagnon de route n'était pas complet sans son bâton. Habituellement, le bâton des compagnons de route n'était pas simplement un simple bâton, mais un morceau d'un jeune arbre autour duquel s'enroulait une liane. C'est dans cette forêt qui lui était inconnue qu'Alain se mit alors à la recherche de son bâton. Ce n'était pas si facile. Partout, il ne trouvait que de jeunes troncs en pleine croissance. Bientôt, il s'assit dos à un vieux chêne et se reposa. Ses paupières se fermèrent et, avant même de s'en rendre compte, il se retrouva auprès de son ancien maître d'apprentissage et les compagnons lui criaient « Tu ne vaux pas un grain de poudre !» Ce rêve était épouvantable, mais il entendit alors une voix merveilleuse. « Voyageurs, réveillez-vous, vous êtes assis sur ma robe. » La voix dans son rêve semblait tout proche. « Voyageurs, réveillez-vous donc, vous reposez sur ma robe. » Alain se réveilla, mais la voix était toujours audible. « Voyageurs, bougez donc, ne voyez-vous pas que je suis prisonnière parce que vous reposez sur ma robe ?» Alain cligna des yeux et regarda autour de lui, mais, à son réveil, il ne parvint pas tout de suite à distinguer quelqu'un à qui cette voix aurait pu appartenir. « Ici, en bas !» dit la voix avec insistance, et Alain baissa les yeux. « Je vous entends, mais je ne vous vois pas. »« Ah, j'avais oublié que vous ne pouviez pas me voir. » Un instant, et sur ces mots, la créature devint visible pour Alain. Il avait du mal à y croire. Il y avait là une petite fille, peut-être 2 fois plus petite que ses chaussures de randonnée, et elle semblait complètement désespérée. « Mais qui êtes-vous donc ?» parvint à peine à articuler Alain. « Eh bien, qui suis-je ? Je suis la propriétaire de la robe sur laquelle repose votre lourde botte et qui me retient ici. » Alain souleva aussitôt sa chaussure de randonnée et, d'un coup sec, la créature libéra l'ourlet de sa robe et s'apprêta à s'enfuir précipitamment. « Attendez donc, et n'ayez pas peur de moi. Je suis un compagnon de route, c'est mon 2e jour de voyage, et je ne voulais certainement pas vous faire de mal. » L'elfe s'arrêta, se retourna. « Mais qu'est-ce que vous faites donc dans ma forêt ?» Sa voix était désormais plus ferme et plus courageuse. Elle n'était plus suppliante ni plaintive. « La seule raison pour laquelle je me suis écarté de la route, c'est que je cherchais ici un bâton de voyage, un stenz, qui m'accompagnerait dans mon long périple de 6 ans et 1 jour. 6 ans et 1 jour, cela me semble être une longue période, dit la petite elfe. Je veux vous aider à trouver un compagnon de voyage en bois. » Sur ces mots, elle s'enfonça à petits pas toujours plus profondément dans la forêt, et Alain la suivit. « Vous êtes jeune et souhaitez-vous lancer dans le monde inconnu ? Je vais donc vous fournir un compagnon de voyage d'un genre tout à fait particulier, mais cela est soumis à une petite condition. Que disiez-vous donc ? Quel genre de compagnon de route seriez-vous » Alain répondit honnêtement. « Je suis un compagnon maçon indépendant. Cela tombe bien, car nous avons un problème ici dans la forêt, et nous ne trouvons pas d'artisans robustes parmi nous. » Alain n'hésita pas longtemps. « Eh bien, si je peux aider et que j'obtiens en échange le gîte et le couvert, alors qu'il en soit ainsi. Marché conclu. » Il tendit sa main bien bas, afin que l'elfe puisse la frapper et sceller le contrat. Mais l'elfe se contenta de regarder la main tendue. « Il vous suffit de la frapper pour que l'accord soit valable. » L'elfe posa sa minuscule main dans la paume d'Alain, relativement rugueuse en comparaison, et son premier contrat de travail fut ainsi conclu. Ils s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans la forêt, qui commença bientôt à changer de caractère. Les parfums étaient plus agréables, le chant des oiseaux ressemblait à un concert, les fleurs et les bourgeons étaient d'une manière ou d'une autre plus colorés. Alain eut un soupçon. « Sommes-nous toujours seuls ?
Ou est-ce simplement que je ne peux pas voir les autres, tout comme je ne pouvais pas vous voir au début? Ah bon, dit l'elfe. Puis-je toucher brièvement vos yeux, afin que vous puissiez mieux voir ce qui se passe autour de vous? Alain tendit à nouveau la main vers le sol, et l'elfe y monta, comme s'il s'agissait d'un ascenseur. Une fois arrivé à hauteur de ses yeux, l'elfe toucha les yeux d'Alain. Il cligna des yeux et dut s'arrêter. Il y avait tant de créatures ici, affairées, actives ou immobiles, adossées à une fleur. Son intuition était juste. Il n'était plus du tout seul. Il devait y avoir des centaines de ces petites créatures, ici, dans cette forêt. Certaines pouvaient même voler, comme il pouvait le voir. Alors, comment puis-je vous aider? En fait, bien que nous soyons des créatures de l'air, nous avons souvent besoin d'un abri. Parfois, il y a des chasse-nacs courts, parfois des loups sauvages rôdent, parfois des bandes de voleurs qui veulent cacher leur butin au plus profond de la forêt. Nous avons essayé à plusieurs reprises de creuser une grotte dans une colline, mais nous n'arrivons pas à créer un refuge pour nous tous. La grotte s'effondrait toujours lors de fortes pluies, et, le mois dernier, nous avons même perdu 2 sœurs. Alain s'assit sur le sol de la forêt, posa son baluchon, c'était son sac de voyage. À côté de lui, s'adossa à un tronc d'arbre et réfléchit. En s'adossant et en s'asseyant, il avait cette fois pris grand soin de ne s'asseoir sur personne ni sur rien. Au bout d'un moment, il commença. « Je crois que je peux très bien vous aider. Pourquoi creuser une colline alors que nous pouvons en créer une artificielle ?» Pendant qu'il réfléchissait et qu'il parlait, de plus en plus de petites créatures étaient venues et s'étaient rassemblées autour d'Alain. « Dites, avez-vous une petite clairière ?»« Oui, un peu plus loin, là où se trouve la colline que nous voulions creuser, il y a une jolie clairière. Y a-t-il des pierres dans votre forêt? On trouve souvent de belles pierres dans un ancien lit de rivière ou dans une carrière. Oh, cela ne devrait pas manquer. Eh bien, aujourd'hui, il est déjà trop tard. Mais dès demain matin, de bonne heure, je veux commencer le travail, préparer et aplanir le chantier, examiner les pierres. Comme nous n'avons pas de ciment, nous prendrons de l'argile, quelques morceaux de bois de construction, et je pourrai me mettre au travail. Dommage que vous n'ayez pas de forgeron. Quelques petits outils me seraient très utiles, par exemple une hache et une pelle. L'un des êtres répondit alors. Qui vous a dit que nous ne possédions pas d'outils? Croyez-vous que nous n'avons utilisé que nos ongles pour creuser la colline? Les elfes autour d'Alain se mirent à rire. Bon, d'accord, montrez-moi vos outils. Alain craignait le pire. Les créatures lui apportèrent alors des pelles, des râteaux, des pioches, des haches, des hachettes et même des marteaux et des pinces. Ces outils étaient certes parfaitement adaptés à leurs mains, mais Alain pouvait les tenir tous d'un seul coup dans la sienne. « Oh, je comprends le problème », dit l'elfe qui avait conduit Alain jusqu'ici. « Un instant, nous allons y remédier tout de suite. » « Mère Eliva, venez donc s'il vous plaît, et apportez votre baguette magique, » appela l'elfe à voix haute. Une autre elfe se fraya un chemin à travers la foule. « Eh bien, Lily May, qui nous as-tu amené là ?» demanda l'elfe Mereliva, qui avait effectivement apporté une sorte de baguette de chef d'orchestre. « Chère Mereliva, ce jeune homme est un compagnon de route qui cherchait justement un compagnon de voyage dans notre forêt lorsqu'il a malheureusement posé sa botte sur ma robe. C'est une longue histoire. Il est maçon et, en échange du gîte et du couvert, il veut résoudre notre problème. Mais j'ai complètement oublié de lui demander son nom. Je m'appelle Alain Dogsbourg, répondit Alain
en s'inclinant comme il se doit. « Je suis Moreliva, l'aîné ici, et vous avez déjà fait la connaissance de Lily May. Que puis-je donc faire pour vous ici? Et pourquoi devrais-je apporter ma baguette magique ?» Alain lui tendit la main, qui était chargée des outils les plus minuscules qu'il eût jamais vus. « Ces outils me seraient très utiles pour mon travail, mais... » « Je vois, » dit Mereliva, qui avait tout de suite compris le problème. Elle effleura le tas d'outils avec sa baguette, et ceux-ci prirent aussitôt une taille adaptée à Alain, ce qui eut toutefois pour conséquence de le faire tomber à terre, car s'il pouvait tenir autant d'outils dans ses mains, c'était uniquement parce qu'ils étaient tous minuscules. Mais à présent, ils s'écrasèrent bruyamment sur le sol. Alain rit. « Maintenant, ils me vont. » Les elfes ne purent s'empêcher de rire en le voyant accroupi là, au milieu de toutes ses paix. Passe, ses pelles, marteaux, bêches, râteaux, et je ne sais quoi d'autre. Prenons un goûter, puis allons-nous reposer? Demain sera une longue journée de travail. Lily May et Mereliva conduisirent Alain, qui leur semblait bien sûr gigantesque, vers une clairière. Là se trouvait une table d'elfes, chargée des mets les plus délicieux, comme il se doit pour un goûter digne de ce nom. Mereliva reprit sa baguette magique et, hop, la table, les chaises, les assiettes, la tasse et les plats prirent la taille qui convenait à Alain. Celui-ci s'assit, se régala, puis s'installa pour la nuit, s'allongea dans la mousse moelleuse et dormit jusqu'au lever du soleil. « Mais maintenant, au travail !» se dit-il. Il prit une bêche, une pelle et une hache, puis se mit en route vers la clairière. Là, il dégagea un cercle d'environ 5 mètres de diamètre de tous les broussailles et débris, puis enfonça un petit piquet exactement au centre. Il chercha ensuite un jeune arbre droit, dont le tronc lui servirait de référence pour son projet. Il trouva bientôt un grand bouleau bien droit et l'abattit à coups de camp puissants. Il fendit une planche à partir d'une vieille souche et, en fait, il pouvait se mettre à la construction. Il ne manquait plus que les pierres et le mortier. Les elfes lui avaient dit qu'il ne manquerait ni de pierre ni d'argile. Il l'avait déjà constaté en défrichant le petit chantier. Bien sûr, les elfes avaient observé avec beaucoup d'intérêt comment il s'y prenait. Et Lily May l'accompagna alors sur un petit sentier menant à un ancien lit de rivière abandonné, où gisaient des milliers de gros galets de la meilleure qualité, joliment polis au fil des siècles par l'ancienne rivière. Lily May dit « Cher compagnon, Alain, si ces pierres vous conviennent, je veillerai à ce que vous en ayez autant que nécessaire dans la clairière. Allez donc préparer l'argile, les elfes s'occuperont des pierres. » Alain indiqua ainsi la taille des pierres dont il avait besoin, retourna à la clairière et creusa l'argile dans le sol, l'humidifia avec de l'eau et mélangea le tout avec de la paille. Les pierres arrivèrent peu à peu et il posa le petit tonsteton de bouleau sur le sol. Celui-ci délimitait le rayon d'un cercle, et c'est exactement en forme de cercle qu'il empila pierre après pierre, à une distance exactement identique du piquet au centre. Après avoir terminé le premier cercle de pierre, il a construit le suivant, et ainsi de suite. Comme il utilisait toujours le même rayon, mais que le petit tronc de bouleau tournait sans cesse autour du piquet, il eut besoin de moins de pierres pour chaque couche supplémentaire, et une coupole se forma. Il a donc maçonné pendant 3 jours entiers. Il laissa une ouverture pour une porte, quelques fenêtres et un conduit de fumée, et les elfes n'en revenaient pas. Il enduisit ensuite l'extérieur de tous les joints entre les galets avec une abondance d'argile et recouvrit ainsi peu à peu toute la coupole. Quand tout sera bien sec, on pourra poser des mottes de gazon et la petite butte créée par la main de l'homme aura l'air verte, comme toute ici dans la forêt.
Les elfes étaient ravis, et en effet, l'espace à l'intérieur était si grand que toutes les créatures y trouvaient confortablement place. Lily May et Mereliva ne tarissaient pas d'éloges. Il fallait d'abord avoir cette idée. Cette butte résistera même aux pires intempéries. C'est une merveilleuse cachette et un refuge sûr. Nous sommes tous heureux que vous nous ayez aidés. Nous n'y serions pas parvenus seuls, même en 100 ans. Mais nous avons aussi travaillé dur. Regardez. Lily May désigna une rangée de petites créatures qui portaient un long bâton. Ce sera votre compagnon de voyage pour vos années d'apprentissage. Elles avaient rapporté de la forêt un magnifique bâton pour lui, en avaient retiré l'écorce et l'avaient soigneusement huilé. Alain était ravi. Son premier bâton, comme on l'appelait dans le langage des compagnons. Votre compagnon de voyage a encore une particularité. Mereliva s'avança devant Alain alors que celui-ci avait déjà rassemblé ses affaires dans son sac de voyage pour se mettre en route vers la grande route. Comme il vient du monde des elfes, il est doté d'un petit sortilège. Si vous vous retrouvez en difficulté, il vous aidera. Il ne me reste plus qu'à l'associer à une formule magique. Y a-t-il une formule que vous aimeriez utiliser ? Alain répondit immédiatement. « Oh oui, j'en ai une. Ne vaut pas un grain de poudre. Ce sera cette formule. Que fera le Stens quand je dirai cela ? Eh bien, je ne peux pas vous le révéler, car je ne peux pas connaître toutes les situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Je dois laisser cela au sortilège et aux compagnons de voyage, mais c'est un sortilège de protection, et le Stens vous protégera. » Mereliva toucha le compagnon de voyage d'Alain avec sa baguette magique. Ne vaut pas un grain de poudre, jamais à l'erreur, jamais refusé, toujours honoré, rentré sain et sauf. La magie fut ainsi insufflée aux Stens, et seul Alain connaissait les 4 mots magiques permettant aux Stens de s'activer. S'ensuivit un adieu chaleureux au peuple des elfes, puis Alain reprit son périple, désormais équipé du meilleur Stens qu'on puisse imaginer. Quelques mois plus tard, sur une route de campagne, Alain s'approchait justement de la 3e ville où il comptait chercher du travail et se présenter à un maître lorsqu'il rencontra un autre compagnon itinérant. Contrairement à Alain, celui-ci était entièrement vêtu de noir. Il devait donc être compagnon charpentier. Les maçons portaient en effet le gris ciment comme couleur de corporation. Si Alain rencontrait un autre compagnon étranger au cours de son périple, les 2 compagnons échangeaient une salutation traditionnelle. Celle-ci se déroulait à peu près ainsi. De la main gauche, dans laquelle on tenait de toute façon le bâton, on portait le pommeau de la canne à la tempe gauche. Puis le compagnon charpentier saluait « Où se réunissent toutes les honorables maîtres et compagnons ?» Alain répondait selon la tradition « Sur l'eau et sur la terre ». L'autre répliquait alors « Où se trouvent les plus anciens lieux de travail des tailleurs de pierre ?» Alain devait répondre « Strasbourg, Vienne, Zurich ». La cérémonie de salutation était alors officiellement terminée, et les 2 hommes se présentaient « Je suis Alain, compagnon maçon indépendant d'Augsbourg. Moi, Victor, compagnon charpentier, venant d'un petit village tranquille au bord d'un lac. » Victor portait son chapeau mou légèrement de travers sur la tête, de sorte qu'une moitié de son visage était généralement dans l'ombre. Les 2 hommes marchèrent un moment ensemble et discutèrent. Finalement, ils n'étaient plus très loin de la ville la plus proche. « Allez-vous d'abord voir le maire ou un maître artisan ?» demanda Victor à Alain. « Je ne suis en voyage que depuis quelques mois, mais mon ancien compagnon m'a recommandé de toujours aller voir le maire en premier. » Victor répondit « Je fais généralement l'inverse, car cela me permet parfois de toucher 2 fois l'argent de route. »
car si le maître n'a pas de travail pour moi, il ne me laisse généralement pas tomber et me donne un peu d'argent de poche. Et ensuite, je vais voir le maire. Là-bas, on reçoit toujours son argent de route. » Alain écoutait attentivement. Il ne trouvait pas cela juste, mais il ne dit rien. Après tout, Victor était en voyage depuis près de 3 ans. De l'autre côté de la rue se trouvait une fontaine, et il voulait se désaltérer. Ce faisant, ils retirèrent pendus de leur chapeau, et, soudain, le visage de Victor fut entièrement baigné de soleil, et Alain put voir que le lobe de son oreille gauche était déchiré. Alain se souvint des paroles de son père. « Méfie-toi des oreilles fendues !» Dès lors, il se méfia beaucoup de Victor, qui était manifestement l'un de ses filous. En effet, voici comment cela se passait. Lors d'une petite cérémonie, on perçait le lobe d'une oreille ronco d'un compagnon itinérant et on lui remettait une boucle d'oreille en or avant qu'il ne parte en voyage. En cas de coup dur, la boucle d'oreille en or pouvait être vendue et servait ainsi de pécule pour parer à toute éventualité. Mais si un compagnon se rendait coupable d'une faute grave pendant son périple, le maître chez qui il travaillait, à ce moment-là, lui arrachait de force la boucle d'oreille, en guise de punition. Il ne restait alors que le lobe déchiré, une oreille fendue en somme, et ce signe était dès lors reconnaissable par tous. Telle était la punition pour la fraude ou le vol, lorsque cela concernait directement le maître d'œuvre ou ses clients. Dans les autres cas, les autorités intervenaient, bien sûr, et le coupable était placé en détention. Arrivés en ville, ils se séparèrent sans tard. Alain se rendit chez le maire, tandis que Victor tenta sa chance auprès des charpentiers du lieu. « Avec votre bienveillance et votre permission », salua Alain le maire. « Avec votre bienveillance et votre permission », lui répondit le sympathique maire. « J'ai pour mission de transmettre un salut honorable et louable de la part des compagnons maçons de la ville d'Augsbourg à l'honorable maire et aux honorables maîtres maçons de cette ville, ainsi qu'aux honorables corporations et aux anciens compagnons, conformément aux usages et coutumes de notre métier. » Telle était la formule qu'Alain récitait dans les salons des mairies. Parfois, on lui offrait un repas chaud. Plus d'un maire était curieux de savoir où ce compagnon, itinérant, avait déjà mis les pieds et ce qu'il avait vécu. Alain ne dit pas un mot au sujet de Victor le filou. Si celui-ci venait également se présenter ici, le maire devrait se faire sa propre opinion. Le maire enregistra Alain comme compagnon, itinérant étranger. Il pouvait désormais chercher du travail auprès des maîtres maçons de la ville. Il reçut une indemnité de route et fut congédié selon la coutume avec la salutation d'usage « Bonne route et bon vent ». Alain était de nouveau sur la route et le maire avait eu la gentillesse de lui donner les adresses des maîtres maçons de la ville. Dès le quartier suivant, il eut la chance de rencontrer le maître en personne. « Avec votre bienveillance et votre permission », salua Alain le maître maçon Frédéric. « Avec votre bienveillance et votre permission », répondit le plus âgé selon la tradition. Ils engagèrent d'un seul la conversation et, en effet, un travail semblait se présenter pour Alain, mais il devait encore y réfléchir. La tâche n'était pas simple, et même le vieux maître maçon n'avait encore jamais construit de structure similaire au cours de sa longue carrière de maçon et de maître. Il s'agissait de construire une chambre froide, mais bien plus grande que les réfrigérateurs que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, certains villages avaient la chance de pouvoir stocker de la glace dans des caves profondes ou des grottes en hiver, ce qui leur permettait de conserver au frais fruits et légumes, viande et poissons, bière et vin pendant un certain temps,
Mais tout cela était hors de question dans ce cas précis. Alain réfléchit. Il réfléchit intensément. Car s'il parvenait à présenter une bonne idée au maître, il aurait certainement du travail pour quelques mois. Il se souvenait avoir vu quelque chose chez les elfes, car là-bas, au pays des elfes, il n'y avait ni électricité, ni glace, et pourtant, ils avaient toujours pu servir des légumes frais, des fruits frais et du vin frais. Maître Frédéric, je crois avoir une idée pour résoudre ce problème. Nous avons besoin d'une petite colline où souffle toujours un vent léger. Puis il prit du papier et un crayon et commença à esquisser quelque chose. Au premier abord, cela ressemblait à un cube, mais il manquait une pierre sur deux dans les rangées, de sorte que c'était un mur régulier, mais avec de nombreux trous décalés. Ainsi, les 4 parois du cube étaient encore fermées vers le haut par un plafond solide. Puis, à une distance d'une longueur de pierre, Alain dessina une autre paroi qui présentait exactement les mêmes trous que les parois précédentes du cube. Dans cet espace intermédiaire, nous placerons des pierres de lave qui sont poreuses et peuvent absorber beaucoup d'eau. Au-dessus des 2 parois ouvertes vers le haut, nous installerons une gouttière afin que les pierres de lave puissent être humidifiées de manière uniforme. « Je vois, » dit le maître émerveillé. « Le vent provoquera alors une évaporation au niveau des pierres de lave humides, ce qui produira à son tour du froid. Bon sang, cela pourrait bien marcher. » Frédéric était enthousiaste. Il tendit la main à Alain et l'affaire fut conclue. Au cours des semaines suivantes, Alain mit en œuvre l'idée de ce réfrigérateur très singulier. Il prépara soigneusement l'emplacement de cette petite construction et n'oublia pas, par mesure de précaution, de faire sortir un petit tuyau d'évacuation du centre de la dalle de sol vers l'extérieur. Il aménagea une ouverture pour une porte dans l'un des murs du cube intérieur. Plus tard, une porte devait également être installée au même endroit dans le mur extérieur. La porte intérieure devait être en bois massif, tandis que la porte extérieure ne devait pas faire obstacle au vent. Le cube intérieur mesurait 2 mètres sur 2 et était tout aussi haut. Maître Frédéric passa par là. « Eh bien, Alain, comment ça avance ? » ?»« Maître, je pense que les pierres de lave pourraient arriver la semaine prochaine, afin que je puisse combler l'espace entre les murs. »« Tenez, » dit Alain en désignant un trépied en bois. « On pourrait y hisser un seau d'eau qui se renverserait ensuite dans la rigole. La rigole se remplirait et, à travers de petits seaux-trous dans le fond de la rigole, l'eau s'écoulerait goutte à goutte sur les pierres de lave. » Frédéric, j'ai réfléchi. Si l'on ne dispose pas de pierres de lave comme chez nous, on pourrait certainement utiliser du charbon de bois, qui absorbe également l'eau et remplirait la même fonction. Le maître et le compagnon furent très impressionnés par le travail et cette bonne idée, puis ils prirent un congé. « À tout à l'heure pour la bière de fin de journée. »« À tout à l'heure, pas maître. » Alain installa encore un coffrage, car il voulait terminer le plafond d'intérieur le lendemain. Le maître avait fait livrer du fer, et, une fois le plafond coulé, l'ensemble de la construction serait achevé vers le haut et gagnerait en solidité. Alain était fier de son travail. Il n'avait vu une telle chambre froide auparavant que chez les elfes, et celle-ci était là-bas beaucoup plus petite, adaptée à la taille des elfes. Il était impatient de savoir si elle fonctionnerait comme il l'avait imaginé. Il espérait atteindre une température inférieure d'au moins 10 degrés à celle de l'extérieur. Il était ainsi tout absorbé dans ses pensées et n'avait pas remarqué que 3 vauriens s'étaient approchés de la petite construction et le regardaient d'un air moqueur. « Eh, compagnon itinérant, tu te construis un WC sur cette petite butte, c'est ça ?» lança l'un des gaillards.
Alain se rendit soudain compte qu'il n'était plus seul. 3 silhouettes débraillées s'attaquaient à ses outils et à son matériel, comme si elles se voulaient de voir ce qui pourrait leur être utile. « Ho 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 !» s'écria Alain à voix haute. « Ne touchez pas à mes outils. Ne touchez pas à mes outils !» le railla un autre. Le troisième s'écria. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Appeler ta maman. » C'était vrai. Que pouvait bien faire Alain ? Ils étaient 3 et ne semblaient pas du genre à éviter une bagarre, ni à avoir peur de quoi que ce soit. C'est alors qu'il se souvint de son talisman, le bâton que les elfes lui avaient offert. S'il venait à se retrouver en difficulté, il lui suffirait de prononcer la formule magique. Alain se dit « Voyons voir ce qui va se passer ». Il s'approcha des 3 jeunes hommes, s'appuya sur le bâton et dit d'un ton menaçant « Bon, encore une fois, en toute amitié, partez, lâchez mes outils, et nous nous séparerons en bons termes. Nous partirons, mais pas sans emporter tout ce que nous pouvons porter, » ricana le chef du trio. « Très bien, alors ce ne sera pas à l'amiable. » Alain comprit qu'il n'y avait pas d'autre issue. « Ne vaut pas un grain de poudre !» s'écria-t-il à voix haute, et aussitôt, son bâton s'anima. À une vitesse vertigineuse, le bâton frappa si violemment les fesses des 3 sinistres gaillards qu'ils lâchèrent tous leurs outils et se saisirent les fesses à 2 mains, car cela leur faisait un mal de chien. Le Stenz était déjà de retour auprès d'Alain et celui-ci s'appuya à nouveau dessus, comme si de rien n'était. « Bon, ça suffit, ou voulez-vous encore toucher à mes outils ? Partons d'ici avant qu'ils ne nous infligent d'autres coups, » dit le chef, et tout en se tenant toujours les fesses, les 3 compères s'éclipsèrent par où ils étaient venus. Alain était impressionné par l'efficacité du sortilège des elfes. Il rangea rapidement ses outils dans son baluchon et se mit en route pour rejoindre le maître. Comme d'habitude, il y bénéficiait du gîte et du couvert gratuit et se réjouissait à l'idée de la bière d'après-travail, comme le veulent les coutumes chez les maçons. J'ai eu de la visite sur le chantier aujourd'hui. 3 types louches ont voulu me voler mes outils. Et alors, le maître était devenu tout ouïe, mais Alain ne révéla rien du secret qui se cachait dans son Stenz. Il se contenta de dire « J'ai réussi à les faire fuir. Je pense qu'ils ne reviendront pas. » Ces types sèment le trouble dans le coin depuis un bon moment déjà. Ils cherchent toujours de petits chantiers où il n'y a personne, ou bien où une seule personne travaille, afin d'être toujours en surnombre, puis ils volent, tels des corbeaux, tout ce qui n'est pas cloué ou vissé. C'est grave. Heureusement que vous avez pu les chasser. Les jours suivants étaient consacrés au coulage de la dalle intérieure et au remplissage des espaces entre les 2 murs, avec des morceaux de roche volcanique. Un charpentier devait installer la porte intérieure en bois dur et un serrurier la porte extérieure. On pourrait alors enfin vérifier si l'idée d'Alain fonctionnait à grande échelle. Une rigole avait été installée et, pour l'arrosage, Alain avait construit un petit système de levage. À l'aide d'une poulie, un seau était hissé vers le haut et vidé dans la rigole. Puis il était redescendu et rempli à nouveau. Après 10 seaux, tous les morceaux de roche volcanique semblaient suffisamment humides. Les portes étaient fermées et il ne restait plus qu'à attendre le lendemain. Le grand moment était enfin venu, celui où l'œuvre devait rendre hommage à son maître. Enfin, Alain n'était pas encore maître, mais la chambre froide était déjà une idée de génie. Le froid, ou l'air froid, a la particularité de toujours descendre, tout comme l'air chaud tend toujours à monter. Lorsque Alain arriva sur le chantier le lendemain matin, avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, tout semblait tout à fait normal, mais lorsqu'ils ouvrirent la lourde porte intérieure, un air frais
leur vint à la rencontre, et quand Alain toucha le sol en ciment du pied nu, le sol était, on aurait presque dit, glacé. Alain sourit jusqu'aux oreilles. Ça avait marché. Il ne restait plus qu'à déterminer à quels intervalles les roches de lave devaient être arrosées à nouveau. Alain tablait dans un premier temps sur 1 fois par semaine. On verrait ensuite. Le maître était fier comme Artaban. Alain avait bien fait son travail et, en tant que compagnon itinérant, il avait fait honneur à son métier. Le maître d'ouvrage n'avait toujours pas compris comment tout cela fonctionnait, mais il était très impressionné par la chambre froide. Lorsque Alain prit congé pour se rendre dans la ville suivante, le maître Frédéric lui dit « Lorsque vous aurez terminé vos années d'apprentissage et que vous souhaiterez travailler ici avec moi, vous serez toujours le bienvenu. » Ces paroles réconfortèrent Alain. Il était heureux d'avoir laissé une bonne impression. Mais il lui restait encore de nombreuses semaines, mois et années d'apprentissage à parcourir. Il y avait encore beaucoup à découvrir et à apprendre. Il fut attiré par l'Italie et la Sicile. Il se rendit en France et en Espagne. De nombreux maîtres étrangers saluèrent toute la qualité de son travail, et partout, il apprit quelque chose de nouveau. Il se retrouva encore quelques fois en difficulté, mais grâce au Stenz, qui entra à nouveau en action et qui, avec son « ne vaut pas un grain de poudre », donna une bonne fessée aux gens, Alain survécut bien à ses années d'apprentissage et finit par revenir à Augsbourg. Il avait été en route exactement 6 ans et 1 jour. Si vous croisez un jour des compagnons itinérants munis d'un véritable Stenz, demandez-leur si Alain leur est apparu quelque part au cours de son long voyage. Et voilà, on arrive à la fin de notre conte pour aujourd'hui.